17h35. On va démarrer tout doucement ce webinaire et puis ça va faire venir les quelques retardataires. Je vais inviter mes collègues du programme Refuse à bien vouloir mettre leur caméra, comme ça vous pourrez aussi les voir. Tout d'abord, on tenait bien évidemment à vous remercier toutes et tous d'avoir montré un intérêt massif pour ce sujet quand on l'a proposé et de vous être inscrits à ce webinaire et d'être aussi nombreux ce soir du coup avec nous. C'est une belle réussite et c'est surtout un bel exemple pour nous de la force du réseau des refuges LPO. C'est une grande communauté de propriétaires, de gestionnaires, de jardins, balcons, d'espaces végétalisés. Et grâce à cette mobilisation, ce grand réseau il permet aujourd'hui de préserver et d'accueillir la biodiversité sur environ 67 000 hectares. Voilà, donc au moins vous avez une idée de ce que ça représente à l'échelle du territoire métropolitain. Donc c'est considérable le programme et les espaces préservés par les refuges LPO. Donc un immense merci à vous d'être ambassadeur refuge, d'être toujours là avec nous au quotidien, de faire vivre ce réseau, puisque c'est vous qui le faites vivre et d'agir et d'œuvrer en faveur de la protection de la biodiversité. Donc, ce que je vous disais, c'est que ce soir, l'équipe Refuge LPO France est au complet. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de se présenter et pour vous de mettre un visage derrière les gens qu'il y a à la LPO France et derrière le programme Refuge. Donc, il y a Clémence Lerondeau, qui est ici, qui est responsable des programmes d'action citoyenne, dont fait partie le programme Refuge LPO. Donc, les programmes d'action citoyenne, en deux mots très rapidement, c'est tous les programmes de la LPO qui proposent aux citoyens d'agir concrètement en faveur de la biodiversité. Donc, que ce soit dans son jardin, sa collectivité, son entreprise. Donc, ça, c'est le programme Refuge. Ça peut être en tant que pratiquant de sport de pleine nature, en tant qu'acteur du tourisme, ou pour faire revenir la biodiversité au sein des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, donc il y a plein de programmes à la LPO comme ça qui permettent d'agir concrètement. Dans l'équipe refuge, vous avez également Nicolas Macaire, qui anime la communauté des refuges particuliers, donc des jardins et des balcons. Et c'est le naturaliste de notre équipe. C'est notamment lui qui est derrière la newsletter mensuelle que vous recevez, l'Écho des refuges, qui est derrière énormément d'articles qui sont en ligne et qui portent sur le programme Refuge, mais aussi de la page Facebook Refuge LPO. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, sachez qu'il existe une page Facebook Refuge LPO. On a Camille Yorio qui est avec nous aussi et qui anime tout particulièrement les refuges personnes morales, donc les entreprises, les collectivités et les établissements d'accueil du public, euh, mais aussi et surtout le réseau des coordinateurs refuges LPO qui est présent sur l'ensemble du territoire. Vous ne le savez peut-être pas tous, mais au sein des associations locales LPO, donc les associations LPO qui sont près de chez vous, il y a des référents refuges. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez les contacter et vous impliquer au niveau local au sein de cette communauté Refuge LPO et participer à des rencontres, des événements, voilà, à la vie du réseau et du programme au niveau local. Euh, et pour finir, moi-même, donc Flore Vuillermet, qui coordonne le programme Refuge à l'échelle nationale. Donc voilà, très rapidement pour la présentation de l'équipe. On va pouvoir passer aux choses sérieuses et s'attaquer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, vous êtes toutes et tous engagés dans la démarche Refuge LPO. Et donc, vous savez que vous êtes engagés pour accueillir, protéger et favoriser la biodiversité. Et c'est bien l'ensemble de la biodiversité qui est concerné. On a tendance parfois un peu à oublier certains taxons de la biodiversité, et notamment les insectes, ou en tout cas, on a parfois des a priori. Donc, on a souhaité vous faire découvrir ou redécouvrir les insectes pollinisateurs plus particulièrement, leur place et leur rôle, et comment vous, à votre échelle, vous allez pouvoir contribuer à les protéger dans votre refuge. Parce que c'est ça vraiment ce qui nous intéresse et ce qui nous importe, c'est comment vous, vous pouvez agir concrètement dans votre refuge LPO. Donc, à cette occasion, et pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Mathieu de Forest, qui est chargé de mission sciences participatives au sein de l'OPI. L'OPI, c'est l'Office pour les insectes et leur environnement. Si vous ne connaissez pas encore le travail de cette association, un nouveau monde s'ouvre à vous. Et donc, on espère véritablement que vous aurez envie d'en apprendre plus après ce webinaire. Mathieu, sans plus attendre, je vais te laisser la main. Je vais faire juste un petit rappel, ce que j'ai dit tout à l'heure pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Vous pouvez poser toutes les questions dans le petit onglet questions-réponses. Vous avez un bandeau en haut de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et poser les questions. On y répondra soit à l'oral, soit à l'écrit.
Merci beaucoup, Mathieu. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais je crois que vous voyez... Oui, mais pas en plein écran. On voit le mode ouais, présentateur. ouais, tu vois le mode présentateur. Alors, c'est là que je ne sais plus comment on passe en mode... Euh, euh, Tu peux faire, si tu veux fermer le mode présentateur, tu peux. tac. Euh, J'avais trouvé la dernière fois, et là, je ne trouve plus. Et là, normalement, si tu te mets sur diaporama, Tac. Ouais, là, il est sur mon autre écran. Je vais éteindre mon... Je suis désolé pour le petit contretemps technique. aucun problème. Ça me permet peut-être de répondre à une question que certains des participants se posent. Ce webinaire, il est enregistré et nous diffuserons un replay. Nous diffuserons également l'ensemble des questions-réponses qui auront pu être posées pour que chacun puisse se l'approprier, toutes les personnes présentes ce soir et toutes celles qui n'ont malheureusement pas pu participer. Donc, il y aura bien un replay et des notes. Alors, vous voyez mon écran ou pas? Oui, on Oui, voit ton bureau là, Mathieu. Ok. Arrêtez le partage. Je vais recommencer. Je suis vraiment désolé. Est-ce que maintenant vous voyez ma présentation? Oui. oui, Et là, et ben, vous voyez un le mode Et mode alors, et présentateur. si tu fais les trois petits points, Mm. et là, tu peux faire masquer le mode. masquer la page présentateur, peut-être. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok. On va recommencer une dernière fois. J'ai un bug sur mon truc. Euh, hop. Et là, vous voyez. Oui. Et là, Alors c'est moi, je parfait. vois. Non, moi, je vois plus. C'est tant pis. Ça a fonctionné tout à l'heure et il m'a mis mode présentateur. C'est pas grave, je vais avancer comme ça. Donc voilà, bonjour, merci d'être présent. Donc je m'appelle Mathieu de Flores et je suis entomologiste et je suis donc effectivement chargé de mission sciences participatives à l'OPI, qui est donc une association qui existe depuis un certain nombre d'années, puisqu'on existe depuis 1969. Et donc on est une association assez large, on a beaucoup d'actions différentes, notamment d'expertise, mais on fait aussi beaucoup d'éducation à l'environnement. Et on a aussi des programmes de sciences participatives. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir notre site internet www.insectes.org. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler des insectes. Je vais vous proposer de participer à un petit quiz en ligne sur lequel on reviendra plusieurs fois. Et donc, ce quiz en ligne, c'est sur Wooklap. Je ne sais pas si vous pouvez voir maintenant. Vous voyez bien le booklap? Oui, je Ok, te donc ça y confirme. est, je vais réussir à bidouiller et m'en sortir. C'était mes deux écrans, je ne sais pas ce qu'ils me font, ils me font un truc bizarre. Donc pour rejoindre cet événement Booklap, vous pouvez avoir soit un onglet de votre navigateur web, soit vous pouvez avoir votre smartphone à côté de vous et vous connecter sur www.booklap.com. Et une fois que vous êtes dessus, il va vous proposer de rentrer un code d'événement qui est ici le mot refuge au pluriel. Est-ce que vous êtes déjà familier de ce genre d'utilisation? Et si oui, est-ce que vous êtes connecté? Je vous laisse quelques secondes pour tenter de vous connecter. N'hésitez pas à lever le pouce hein, si jamais vous arrivez bien à vous connecter. Je vois qu'on a déjà 140 personnes connectées. Je vous laisse encore quelques secondes et puis on va commencer. Je vais vous poser quelques questions. On reviendra sur la présentation et puis après on reviendra plusieurs fois pour vous poser des questions et notamment à travers des photos. Mais la première question que je voulais vous poser, puisque mon association s'appelle l'Office pour les insectes et leur environnement, la première question que je voulais vous poser, c'est écrivez le premier mot qui vous vient en tête quand je vous dis insecte. Mais soyez euh, honnête, vraiment le premier, laissez pas refroidir, cogitez pas, juste le premier mot qui vous vient en tête. On va avoir beaucoup de mots, ce qui est normal,
mais on voit quand même qu'on a le mot abeille qui revient assez rapidement. On voit, alors là, ça fait beaucoup de mots d'un coup, forcément ça bouge beaucoup. On a la mouche aussi qui revient, effectivement, fourmi, moustique. On n'a pas trop je vois pas trop de qualificatifs. J'ai vu nuisance quand même, éventuellement, ouais. Pas trop d'autres types invasifs. Voilà, miel. Voilà, donc ça, on a plein d'idées sur les insectes, plein d'idées reçues, et la plupart du temps, elles sont pas hyper bonnes. En tout cas, quand on fait un sondage auprès de beaucoup, beaucoup de gens, si vous faites un micro-trottoir, vous n'allez pas avoir des réponses fabuleuses. En tout cas, on n'a pas l'imaginaire qu'on peut avoir vis-à-vis des oiseaux, des grands mammifères, etc. Je vois en tout cas qu'on a quand même pas mal le mot abeille qui est ressorti, mouche, moustique, et puis on a le terme aussi six pattes. Je vous remercie d'avoir répondu. On reviendra dessus juste après. Donc, je vais passer à la diapo suivante, si vous voulez bien réagir. Voilà. Alors, la définition d'un insecte, je vous la donne ici. C'est en fait déjà un animal qui a un squelette externe, donc le corps est mou à l'intérieur, avec un corps en trois parties, donc la tête, le thorax et l'abdomen, et on a trois paires de pattes. Ça, c'est hyper important. C'est ce qui définit notamment un insecte. Alors attention, c'est pas parce qu'on dit que ça a trois paires de pattes que tous les insectes ont trois paires de pattes. On va dire que la plupart des adultes ont trois paires de pattes, mais on a toujours des exceptions. Là, et aussi, dans les exceptions, on a 4, 2 ou 0 ailes. On peut avoir des insectes sans ailes, on peut avoir des insectes avec 4 ailes la plupart du temps, et on en a aussi avec 2 ailes. Ça, c'est la définition générale de ce que c'est qu'un insecte. Et vous avez ici l'anatomie qui vous est présentée. Pour ceux que ça... Là, ici, c'est une bête qu'on appelle un thon, hein, qu'on croise. On est croisé la semaine dernière, d'ailleurs. Ils sont bien sortis, même jusque dans le nord de la France. Pas forcément l'insecte le plus apprécié des jardiniers, d'ailleurs. Pourtant, aujourd'hui, il ne pose pas vraiment de problème. Alors, si on regarde, si on fait le tour de tous les animaux qui ont ce squelette externe, ce qu'on appelle les arthropodes, eh bien, on a un certain nombre de groupes qu'on appelle des classes. Donc, on a six pattes, les insectes. Quand on monte à huit pattes, on est chez les arachnides, qui comprennent notamment les scorpions, les araignées, mais aussi les acariens, etc. Et puis, on a 10 à 14 pattes, les crustacés, et 18 pattes et plus, qu'on appelle les myriapodes, donc les 1000 pattes. Ça, c'est important de le retenir. Et donc là, on a fait le tour de toutes les petites bêtes avec un squelette externe. Et en fait, quand on regarde un petit peu dans la biodiversité des animaux globale, bah, tout ça, quand on fait la somme, ça représente plus de 90% de la biodiversité animale connue. Et les insectes, c'est une énorme partie de cette biodiversité animale. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand je clique sur la flèche, ça met la diapo suivante de Booklap. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens dessus. Euh, hop. Alors, six pattes, et aujourd'hui, on connaît plus d'1 million d'espèces décrites. Ça représente 80% de la faune mondiale connue. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, on connaît plus de 50 000 espèces. Donc, parler de biodiversité en oubliant les insectes, c'est un petit peu gênant. Mais au fait, d'après vous, à quoi ça sert les insectes? C'est une question qui est peut-être un petit peu provocante. Et là, pour le coup, je vais vous redemander cette fois-ci, voilà, de répondre à la question suivante. À quoi ça sert les insectes d'après vous? On a déjà des mots qui sont ressortis. On a effectivement la pollinisation. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est ici à parler ensemble. On a le terme chaîne alimentaire, on a atout, équilibre, prédateur. Voilà, vous avez déjà effectivement plein d'idées déjà pas mal précises de à quoi ça sert les insectes. Entre guillemets, je dis bien à quoi ça sert parce que dans ma tête, c'est pas une question qui est très pertinente en tant que telle. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que si quelque chose sert, eh bien, quelque part, si un organisme est utile, il a le droit de vie, et si un organisme est inutile, bah, quelque part, on pourrait tout à fait se réserver le droit de lui ôter la vie, de la supprimer. Je préfère le terme de place. Euh, J'aime bien le terme de place parce qu'on n'a pas besoin de comprendre la place d'un organisme pour qu'il en ait une. Quand on dit que un organisme a une utilité, ça sous-tend que généralement c'est pour l'homme, pas sur la question globale du fonctionnement de la nature. Et puis en plus, souvent, ça veut dire aussi qu'on oppose nuisible, terme qu'on essaye de bannir le plus possible,
Mais oui, on comprend quand même, effectivement, quand on parle de à quoi ça sert, on pourrait poser quand même la question aussi de est-ce que nous, on sert à quelque chose? Euh, Ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre véritablement. Alors, excusez-moi, je vais te prendre là. Je suis désolé, hein, j'ai eu quelques... Voilà, maintenant c'est bon. Donc, je vous disais, je préfère parler de place. Et donc, quelle place occupent les insectes? Ce sont notamment des recycleurs de la matière organique, des architectes de la structuration des sols, des pollinisateurs, des prédateurs, source de nourriture pour de nombreuses espèces, dont les oiseaux, et puis évidemment, source d'émerveillement et d'inspiration. Après, c'est pas forcément totalement exhaustif, mais en tout cas, on a ce qu'on appelle ici les rôles écosystémiques. Pareil, le terme de rôle, voilà, je préfère le terme de place. Mais en tout cas, avec ça, c'est vrai que ça permet de bien comprendre la place qu'ont les insectes dans le fonctionnement de la nature notamment. Et effectivement, on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui à la pollinisation. Et la pollinisation, qu'est-ce que c'est la pollinisation? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a souvent un peu de confusion dans la tête des gens. La pollinisation, je vous ai mis un beau schéma ici. La pollinisation, ça implique les insectes, notamment, pas toujours, et les plantes à fleurs, la plupart du temps. Ici, vous voyez une belle fleur qui est composée d'une partie mâle avec les étamines et les grains de pollen et d'une partie femelle avec le pistil qui dépasse. Et puis, on a aussi des ovaires et des ovules. Et une fleur, en fait, pour des insectes, c'est pas quelque chose qui est joli, c'est juste un panneau publicitaire qui dit venez manger gratis. Et les insectes, quand ils viennent sur la fleur, eh ben, ils viennent pas polliniser, ils viennent juste manger gratis. Les insectes, quand ils viennent sur la fleur, ils viennent se nourrir, ils viennent récupérer du pollen, du nectar. Le nectar, c'est riche en sucre, ça permet notamment à un insecte d'être actif et de pouvoir continuer à voler, par exemple. Et le pollen, c'est riche en protéines, et donc on a certains insectes, comme les abeilles, qui viennent récupérer ces protéines végétales pour nourrir leurs larves, spécifiquement. Les protéines, ça permet la croissance, notamment des larves. Eh bien, l'insecte, quand il vient se déplacer sur la fleur, il vient manger, il vient récupérer de la nourriture, et au passage, il va pouvoir éventuellement se couvrir de grains de pollen, et ces grains de pollen, quand ils sont transportés sur la fleur d'à côté de façon complètement involontaire, eh bien, s'ils sont compatibles avec le pistil, ils vont pouvoir germer à l'intérieur du pistil, émettre un tube pollinique et aller jusqu'à un ovaire, un ovule. Et à l'intérieur de ce grain de pollen, on a des spermatozoïdes. Et la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Il faut bien différencier la pollinisation, qui est juste l'action du transport du pollen d'une fleur à une autre, même parfois à la même fleur, hein, des fois ça arrive aussi, de l'action de fécondation, qui est un phénomène qui est complètement différent. C'est de la fécondation que dépend évidemment le développement de la graine, et puis le développement d'une nouvelle plante, d'une plantule d'abord, et puis d'une nouvelle plante, qui pourra ensuite se reproduire en émettant ses fleurs. Donc les fleurs, ce sont les organes reproducteurs des plantes, et évidemment, comme ils ne peuvent pas se déplacer, c'est un moyen qui a été sélectionné par l'évolution qui permet notamment effectivement de disperser le patrimoine génétique et de pouvoir s'accoupler avec, en tout cas de pouvoir se reproduire avec des individus qui sont distants. Alors, la pollinisation, elle n'est pas forcément le fait des insectes, elle peut aussi être le fait du vent, mais c'est un peu moins courant euh, dans la diversité du monde des plantes. Et la pollinisation, en fait, c'est donc un échange de bons procédés. On a une mise à disposition de nourriture de la part de la plante et un transport involontaire du pollen. Alors, mise à disposition de nourriture, parfois, c'est pas forcément le cas. Vous voyez ici la belle ophrys abeille. On n'a pas de nourriture. C'est ce qu'on appelle une confusion sexuelle. Les abeilles mâles viennent tenter de s'accoupler avec la fleur et n'y parviennent pas, mais au passage, ils vont s'agripper. Les sacs polliniques vont s'agripper sur l'abeille et vont être dispersés par les abeilles. On a plus de 140 millions d'années d'histoire de la pollinisation par les insectes, hein. C'est une longue coévolution, une coadaptation. Et on a en fait maintenant des types et des formes de fleurs qui sont très diversifiées en association avec des formes de bouches qui sont diverses et plus ou moins spécialisées chez les insectes. On a des insectes qui ont des bouches longues qui vont permettre d'aller dans des fleurs avec des corolles profondes, avec du nectar bien enfoui. Et à contrario, on a des insectes avec des bouches très courtes qui vont pouvoir aller sur des fleurs assez courtes aussi. On a des interactions qui sont multiples et complexes entre insectes et fleurs. On a des insectes qui sont spécialistes de certaines plantes à fleurs, et puis on a des insectes qui sont plutôt généralistes. Là, vous avez un dessin qui représente ce qu'on appelle un réseau de pollinisation. C'est quelque chose qui est incroyablement complexe dans la nature. En fait, si vous allez dans une prairie, eh bien, vous allez avoir des réseaux de pollinisation qui sont très, très imbriqués. Et tout ça, c'est essentiel pour la stabilité des écosystèmes et notamment aussi pour nourrir l'humanité, puisque, je ne vous l'ai pas dit encore, mais évidemment, de cette pollinisation et de cette fécondation vont dépendre notamment le développement de beaucoup de plantes et de beaucoup de fruits
Je vous ai mis ici des illustrations qui montrent la pollinisation en milieu naturel avec les interactions qu'on peut avoir contre des pollinisations de cultures assez intensives. Vous pouvez voir ici que, évidemment, dans les milieux naturels, c'est beaucoup plus compliqué que dans la pollinisation des cultures. Alors, qui sont les insectes pollinisateurs? Puisqu'on a vu ce que c'était que la pollinisation, maintenant on va s'intéresser aux insectes eux-mêmes. Et donc, on va pouvoir retourner sur Booklap et je vais vous poser la question suivante pour vous, qui sont les pollinisateurs. Alors, c'est facile, on va aller vite. C'est pour vous, effectivement. Je vois le mot abeille qui ressort en premier. On a le mot bourdon qui est ressorti aussi. Alors, les bourdons sont des abeilles d'un point de vue euh, de la classification. Sensu stricto, ce sont des abeilles. Ce sont même des très proches cousins de l'abeille mellifère, le bourdon. On a aussi ici les mouches qui ressortent, les guêpes, on a le vent. Oui, effectivement, le vent est un pollinisateur, mais un pollinisateur de certaines plantes, notamment les graminées, euh, qui sont pollinisées par le vent. Je vois le mot coléoptère, je vois le mot cirque, je vois le mot moustique. Effectivement, les moustiques vont contribuer aussi à la pollinisation. Alors, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Effectivement, vous êtes pas mal. Et on va aller faire un petit point sur ces pollinisateurs. En France, on a 4 groupes de pollinisateurs. Oh, mais attendez, en fait, je vais vous poser 2 petites questions avant, 3 petites questions avant avec des photos, en fait. Donc, on va continuer sur le Booklap. Alors, vous avez la possibilité d'agrandir la photo que je vais vous montrer ici. Normalement, vous devriez pouvoir agrandir la photo. Là, moi, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas l'agrandir, mais sur votre smartphone, vous pouvez l'agrandir. Donc, d'après vous, cet insecte est premièrement un diptère, di égale 2, ptère égale L, c'est-à-dire une mouche, ou alors un hyménoptère, hyménos égale mariage, ptère égale L, c'est-à-dire que les ailes sont couplées 2 à 2 du groupe des guêpes. Alors, peut-être que là, non, on ne veut pas la montrer, je suis désolé. Normalement, vous devriez pouvoir la grossir, la photo. Et si vous grossissez la photo, normalement, vous devriez voir carrément sur la photo la réponse. Parce qu'en fait, on observe bien que cet insecte a une seule paire d'ailes. C'est pas forcément évident à dire toujours, mais là, en tout cas, la photo est assez nette. Et puis surtout, ce qui m'intéresse là, c'est que malgré la couleur jaune et noire, on a des très gros yeux et des antennes très courtes. On est ici dans le cas où on a un insecte qui ressemble à une abeille ou à une guêpe, mais qui est en fait un diptère, c'est-à-dire une mouche. Ici, c'est un cirque, qu'on appelle un nélophile, dont les larves vont se développer dans les milieux aquatiques. Et donc, c'est un super pollinisateur. Deuxième question, que voit-on sous l'abdomen de cette abeille? Vous remarquerez que ce n'est pas sur la patte, mais bien sous l'abdomen. C'est une famille d'abeilles particulière, d'abeilles sauvages. Est-ce qu'on voit du miel? Est-ce qu'on voit du nectar? Ou est-ce qu'on voit du pollen? Alors là, comme je vous le disais, cette abeille, cette famille particulière, va récolter le pollen sous son abdomen. On a une brosse de récolte sous l'abdomen. Ça définit cette famille qu'on appelle la famille des mégachilidés. Et vous pouvez très facilement les voir quand vous allez, par exemple, observer des chardons en fleurs. Et ils ont généralement l'abdomen en l'air pendant qu'elles récoltent le pollen. Effectivement, c'est du pollen. Ces abeilles vont nourrir leurs larves pour la croissance de pollen et donc de protéines végétales. Alors encore un insecte jaune et noir, pourtant ça n'est pas une guêpe ou une abeille. Mais pourquoi d'après vous? Est-ce qu'il est trop poilu? Est-ce que les antennes sont trop courtes? Est-ce que les ailes sont absentes? Ou est-ce que les ailes sont transformées en carapace? Je vous laisse bien regarder la photo. C'est toujours pareil, en fait, quand on regarde bien dans le détail, eh bien, on peut trouver la réponse directement. Alors, je me laisse encore quelques secondes. Alors, peut-être que certains connaissent cet insecte. C'est un insecte qu'on appelle une trichie. Je ne vous dis pas encore exactement quel groupe d'insectes c'est. Mais effectivement, c'est ni une abeille ni une guêpe. Euh, les ailes ne sont pas absentes, parce que si on regarde bien sur le bout de l'abdomen, la partie qui est noire et jaune, on observe qu'on a une ligne au milieu. Ça veut donc dire qu'on a une paire d'ailes qui est transformée, durcie, en élytre. Donc en fait, on a une paire d'ailes qui est transformée et durcie en élytre, qui protège une deuxième paire d'ailes qui est en dessous, qui permet le vol notamment. Donc en fait, cet insecte, il a bien 4 ailes, sauf qu'on ne les voit pas. Ou alors on les voit tellement bien, mais elles sont transformées en carapace, et donc on ne s'aperçoit pas que ce sont des ailes. Et c'est ce qu'on appelle un coléoptère. Coléos égale étui, et ptère égale aile. Voilà. Donc c'est une cétoine qu'on peut croiser très régulièrement sur les marguerites en fleurs et puis aussi sur les roses. Dernière question, avant qu'on passe à la partie diaporama. Alors d'après vous, est-ce que c'est un colibri, un papillon ou les deux? Ça, c'est
ça fait partie du groupe des bestioles pour lesquelles on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions très régulièrement. Et d'ailleurs, évidemment, les gens, quand ils posent la question à l'Office pour les insectes et leur environnement, et qu'ils me posent la question est-ce que c'est un colibri que j'ai vu dans mon jardin, ils se doutent que en fait, ça n'est pas un colibri. Les colibris, on n'en a pas en Amérique, il y en a en Amérique du Nord, pardon, mais on n'en a pas en Europe. Et donc, en fait, c'est un papillon, mais on pourrait dire que c'est un petit peu les deux parce que souvent, on les appelle les papillons colibris, puisque en fait, ils ont une très longue trompe qui leur permet de butiner des fleurs profondes et ils ont la particularité de voler en butinant. Mais voler, ça leur demande beaucoup d'énergie, donc ils sont obligés en permanence de voler pour récupérer de la nourriture, et la nourriture leur sert à voler. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux pour eux, ils sont tout le temps obligés d'être actifs pour pouvoir continuer à vivre. Et donc c'est effectivement le groupe des sphinx, et donc on a trois ou quatre espèces qui peuvent ressembler un peu à ça euh, en France directement chez nous. Donc si on fait le bilan de ce qu'on a pu voir là, en France, on a des groupes qui sont répartis dans quatre, on a des pollinisateurs qui sont répartis dans quatre ordres, ce qu'on appelle les hyménoptères, les abeilles, les guêpes, qu'on a pu voir notamment à travers l'abeille de tout à l'heure. Leur caractéristique, c'est qu'ils ont quatre ailes membraneuses, des yeux en amande, des antennes moyennes à grandes. On a le groupe des diptères, ici un bombyle, qui est donc un parasite de certaines abeilles sauvages, qui participent à la pollinisation aussi, qui peuvent avoir des bouches plus ou moins longues, qui ont deux ailes, c'est leur caractéristique. Diptère, c'est 10 égale 2. Des gros yeux, des petites antennes. On a les coléoptères, scarabées coccinelles, qui ont une paire d'ailes rigides. Et puis on a les lépidoptères, lépidos, ça veut dire écailles, qui ont donc des ailes couvertes d'écailles. C'est donc leur caractéristique, ça leur a donné le nom de leur ordre. Ça, ce sont les quatre groupes principaux qu'on va pouvoir voir sur les fleurs. Et les abeilles, c'est bien sûr l'abeille mellifère, dont on entend parler tout le temps, qui sont élevées, l'abeille mellifère est élevée par l'homme comme des vaches ou des cochons, c'est la même chose. Après, elles peuvent revenir à l'état sauvage, mais elles ont un petit peu de mal à se maintenir la plupart du temps. Mais c'est aussi une très grande diversité si on regarde. En fait, c'est ce qu'on appelle les pollinisateurs les plus efficaces, puisqu'en fait, quand ils vont avoir une source de nourriture qu'ils peuvent exploiter et qu'ils exploitent, ils vont l'exploiter quasi exclusivement pendant un certain temps. Et donc, le transport du pollen est très très efficace. En plus, elles ont des poils branchus qui vont accrocher très bien le pollen. La diversité des abeilles, ben, en Europe, c'est près de 20 000 espèces, ce qui est quand même assez considérable, et c'est près de 1000 espèces en France. Vous voyez, quand on parle de l'abeille, avec un grand A, on parle de l'abeille domestique, qui est une espèce parmi les 1000 espèces qui existent en France. Et évidemment, on a aussi une grande diversité de modes de vie, alimentaire, de nidification, de socialité. On peut avoir des abeilles solitaires et des abeilles sociales, et on peut avoir plein d'entre eux, ce qui est assez rigolo à observer. Si on fait le bilan des visiteurs des fleurs, on a l'impression qu'on n'a que des abeilles quelque part. Et en fait, quand on regarde, en moyenne, en 20 minutes d'observation, si vous prenez n'importe quelle fleur en France à n'importe quelle période, vous observez cette fleur pendant 20 minutes, eh bien, on a un programme qui fait exactement ça, qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Eh bien, quand on fait la moyenne, en 20 minutes d'observation, eh ben, on obtient ce camembert-là. On a 34% d'hyménoptères qui sont observés, 32% de diptères, donc des mouches, 12% de coléoptères, 9% de lépidoptères et 13% d'autres. Ça veut dire que si ramené à 100 insectes en 20 minutes, on a 34 observations d'hyménoptères, 32 de diptères, 12 de coléoptères et 9 de lépidoptères. C'est un nombre qui peut paraître un peu surprenant. Alors évidemment, il y a tout un continuum de réalité, puisque entre les fleurs, on peut avoir des réalités très très différentes. Mais si on fait une moyenne globale, on est à peu près à ça. Donc voilà, réduire la pollinisation à l'abeille mellifère, c'est quand même extrêmement réducteur, puisque l'abeille mellifère, c'est à peine un cinquième des hyménoptères en termes de visite. Alors on va aborder la partie qui fâche, les pollinisateurs menacés, puisqu'en fait on en entend parler tous les jours. On sait que la pollinisation, c'est un service écosystémique, écologique essentiel, mais menacé. On a de nombreuses études qui pointent une diminution du nombre d'espèces, une baisse du nombre d'insectes. J'aime pas trop le terme de service écologique parce qu'on a l'impression que les insectes, ils font ça pour nous rendre service. Ils font pas ça pour nous rendre service. C'est comme ça que fonctionne la nature. Mais bon, au moins, ça a le mérite de bien faire comprendre. Et à certains endroits, on a pu démontrer que le nombre d'insectes volants a baissé de 70 à 90% en l'espace de 30 ans. Hein. C'est pas quelque chose sur 200 ans, hein, c'est sur 30 ans, ce qui est quand même assez considérable. On a pas mal d'insectes volants qui participent à la pollinisation. Évidemment, les causes annoncées de tout ça, c'est l'intensification de l'agriculture, l'urbanisation galopante, l'uniformisation des paysages, donc la destruction des milieux de façon générale, l'utilisation de biocides qui est liée à l'agriculture intensive,
Et tout ça, tous ces facteurs combinés, en plus avec le réchauffement climatique, ou en tout cas le changement climatique, eh bien, on a une chute drastique du nombre d'insectes. L'abeille mellifère dans tout ça, parce qu'évidemment, on en entend aussi beaucoup parler, et bien en fait, on repère qu'on a des colonies qui sont en moins bonne santé et des ouvrières qui vivent moins longtemps. Les estimations, d'après certaines publications, c'est notamment qu'en 70, une ouvrière vivait 34 jours et en 2022, 18 jours, ce qui est quand même pas négligeable comme chute. Par contre, elle bénéficie de l'aide de l'homme, puisqu'elle est aidée par l'homme et elle est élevée par l'homme pour la production de miel et d'autres produits. Et elle se porte plutôt bien, in fine, puisqu'en près de 60 ans, on a 85% de colonies en plus et plus 45% de production de miel au niveau global. Donc c'est quand même pas négligeable. On entend souvent parler de la mauvaise santé des abeilles. C'est en partie vrai et en même temps, quand même, c'est un insecte qui se porte plutôt pas mal par rapport à d'autres. Alors, comment on peut protéger les pollinisateurs? Alors, la première des choses, enfin, en tout cas, les deux premières choses auxquelles il faut penser, c'est que pour protéger les insectes en général, et les pollinisateurs en particulier, il faut offrir le gîte et le couvert. Le gîte, c'est quoi? Ce sont des sites de nidification et de ponte, puisqu'évidemment, c'est fondamental, des milieux de vie pour les larves et les adultes, des zones de refuge et d'hivernage, et le couvert, c'est source de nourriture pour les larves et les adultes. Alors, l'avantage de beaucoup de pollinisateurs, notamment les abeilles, c'est que la nourriture pour les larves et les adultes est la même. C'est super pratique. Alors après, il y a d'autres groupes qui sont plus compliqués. Et comment agir concrètement? On a résumé ça à l'OPI notamment à ces cinq points qu'on peut mettre en œuvre dans tous les espaces qu'on va pouvoir gérer, que ce soit des jardins privatifs ou des jardins publics ou même des espaces autres. Déjà, privilégier une flore locale et diversifiée, opter pour une gestion écologique et économique, préserver les habitats naturels, désimperméabiliser partout où c'est possible et limiter les éclairages de la nuit. Vous verrez que c'est assez important. On va faire un petit point là-dessus pour chaque point. Alors, j'imagine que je ne vous apprends pas forcément grand-chose puisque vous faites partie du réseau des pollinisateurs, mais on va voir un petit peu pourquoi, des réseaux des refuges, pardon, mais on va voir un petit peu pourquoi pour chaque point. Donc déjà, privilégier une flore locale et diversifiée, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les fleurs ornementales sont souvent trompeuses, hein. On a des cycles de développement qui peuvent être décalés et on a un nectar qui est peu accessible, voire inexistant. Là, vous voyez un rosier sauvage versus un rosier ornemental. C'est encore plus flagrant, par exemple, dans le cas de certaines astéracées. On peut avoir, par exemple, les pâquerettes, où ce n'est pas une fleur, mais une inflorescence, et chaque petit point jaune est une fleur. Et bien, en fait, on a souvent, dans certains espaces verts, des fleurs qui sont transformées en pompons où en fait on n'a plus du tout de fleurs qui proposent du nectar et du pollen. Ça, c'est vraiment absolument à bannir si on veut pouvoir avoir un jardin qui est fonctionnel d'un point de vue écologique. Je rappelle juste qu'un jardin, techniquement, c'est un espace qu'on emprunte à la nature quelque part et qu'on va gérer. Si on peut lui laisser une place, c'est quand même le mieux. Euh, voilà par exemple un cas qui est un petit peu un contre-exemple, c'est un petit peu une fausse bonne idée. Parfois, on a des mélanges de graines qui ne sont pas vraiment appropriés. Où là, vous voyez ici, ce qui était mis sur les réseaux sociaux, c'est ce lit pollinisateur a été créé à partir d'un sac de graines de fleurs sauvages. Malheureusement, vu l'endroit où ça a été fait, je ne pense pas que ce soit des fleurs sauvages autochtones, hein, puisqu'on a plein de variétés horticoles et puis exotiques. Donc, méfiez-vous des fois de certains mélanges qui sont vendus dans le commerce, puisque on a quand même des surprises, parfois des rebuts d'horticoles. À partir du moment où c'est fleuri, ça fait plaisir aux gens, d'accord, mais ça ne fera pas forcément plaisir aux insectes et ça ne leur fournira pas forcément de nourriture. Les solutions, notamment, c'est de laisser pousser spontanément et de semer des graines récoltées localement, notamment dans le cadre du label végétal local. Vous pouvez faire une recherche, c'est un label qui a été créé par l'Office français de la biodiversité notamment, et vous pouvez trouver des producteurs de semences qui vont localement chez vous, en Auvergne, dans le nord de la France, etc., produire des semences adaptées à votre bassin et adaptées à vos conditions. Donc ça, c'est très très important de pouvoir aller vers ça. Alors le deuxième point, c'est opter pour une gestion écologique et économique. Faucher si nécessaire et de façon adaptée, hein. Je vous ai mis quelques exemples. Alors les Anglais, ils ont ce No Mow May qui est super. Euh, Moi, personnellement, dans mon jardin, je ne suis pas complètement No Mow May. Mais j'ai des zones. Voilà. Je gère par zone avec des zones sauvages et des zones tendues. Il faut toujours aussi pouvoir allier et ménager la chèvre et le chou, on va dire, et pouvoir proposer des espaces qui vont convenir à tout le monde. Et en tout cas, moi, dans ma famille, on aime bien avoir des espaces tendus, mais aussi des espaces sauvages. Le mieux, c'est d'avoir minimum 30% d'espaces sauvages, ça c'est le top. Si vous pouvez aller au-delà, c'est génial, évidemment. Mais minimum 30, c'est déjà pas mal. Évidemment, dans l'optique de faire accepter cette gestion un peu différenciée.
qui permet notamment tout simplement d'accueillir plus de diversité. Évidemment, là, uniquement où c'est indispensable, une fois par an, si c'est possible, pas partout en même temps, ça c'est vachement important. Et au-dessus de 10 cm, c'est quand même le mieux, avec un export par endroit pour éviter notamment d'enrichir le sol et d'avoir certaines espèces qui vont prendre le pas sur d'autres, comme des orties, des oseilles, etc., qui vont apprécier les sols très riches. Évidemment, adapter le fauchage. Donc là, dans le cadre de dépendance qu'on peut avoir, c'est important. Et vous voyez, on vous a mis aussi des insectes associés aux plantes qu'on voit sur les photos. Vous voyez les chardons en bord de certains jardins qu'on peut avoir dans des espaces qui sont à la base très urbanisés. On peut avoir quand même des densités d'insectes qui sont assez incroyables. Là, je vous ai mis un petit extrait d'un guide, hein, évidemment. J'imagine qu'il doit y avoir des refuges qui sont tout simplement gérés par des collectivités ou par des, euh, des, euh, des, des syndics, je ne sais quoi. Vous voyez ici, évidemment, si on peut arriver à ce type de gestion-là, c'est quand même le top par rapport à la gestion qui est à gauche. Alors, un petit trait, voilà, on avait beaucoup aimé cette affiche. Est-ce que vous habillez toujours comme ça? Alors pourquoi votre jardin ressemble à ça? Le jardin à la française, c'est très joli, c'est très patrimonial, mais on peut s'en écarter dans le cadre de la gestion d'un jardin euh, pour un particulier notamment. Alors, préserver les habitats naturels, les insectes, ils vont vivre dans ce qu'on appelle des micro-habitats la plupart du temps. En fait, on peut avoir des actions qui favorisent les micro-habitats de façon tout à fait naturelle. Ça n'a pas besoin d'être gigantesque, mais on va avoir une efficacité très grande très rapidement. Déjà, maintenir un tapis de feuilles mortes, des branchages au sol, des tas de bois aussi, par exemple. Alors, pas du tas de bois qui va permettre de faire le feu, hein, mais un tas de bois qui va rester là à demeure. Conserver les zones de sol nues, parce que mine de rien, on entend toujours qu'il faut laisser monter la végétation, mais aussi on a certaines abeilles, par exemple, qui vont faire ce qu'on appelle des bourgades. Vous voyez ici des terriers d'abeilles qui vont dépendre de certains sols mis à nu, voire écorchés. Donc en fait, n'hésitez pas aussi à avoir une zone où carrément votre tondeuse va quasiment toucher le sol sur une faible superficie, par exemple sur un petit talus bien exposé. Eh bien, le fait de tondre très 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 rare, voire même de quasiment écorcher le sol, va favoriser la présence notamment de certaines abeilles sauvages qui vont faire ce qu'on appelle des bourgades, qui vont venir toutes nicher au même endroit, qui sont des abeilles solitaires, mais qui vont bénéficier du même habitat pour pouvoir pondre leurs œufs. Donc le maître mot, c'est diversifier, bien sûr. Et bien sûr aussi préserver les vieux arbres. Là, vous voyez un exemple d'une abeille qui est en train de sortir de son terrier. Là, je vous ai mis quelques exemples, quelques photos de bestioles qu'on va pouvoir avoir rapidement sur une grande diversité de sols, gérés de façon assez différente. Et évidemment, alors ça, je pense que vous le savez, mais éviter tout ce qui est bâche et couvert aux minéraux, parce que là, on est vraiment sur des choses qui sont à proscrire d'un point de vue, en plus, gestion de la température dans le jardin, c'est quand même une catastrophe. Désimperméabiliser partout où c'est possible, raisonner chaque aménagement en amont de sa réalisation, revenir sur les aménagements existants, ça c'est important. On repère notamment que revenir sur les aménagements existants, c'est très, 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 très compliqué. Je prends un exemple, mon exemple personnel, hein, dans mon jardin, on a des enfants, on voulait faire une cabane, eh bien, on n'a pas fait de dalle pour cette cabane, on l'a installé sur pilotis, qui permet de ne surtout pas imperméabiliser le sol par endroit, parce que, évidemment, à un moment donné, on risque de démonter cette cabane, et le jour où on démonte cette cabane, eh ben, si vous avez une dalle de béton, vous pouvez éventuellement vous être dit que vous la détruiriez à un moment donné, sauf qu'en réalité, on ne la détruit jamais. Ça demande une quantité d'énergie absolument considérable pour le faire. Donc autant le faire, autant éviter absolument ce genre d'aménagement-là, sauf quand c'est indispensable. Mais voilà, donc vous avez des exemples, notamment dans des jardins publics, sur des parkings, etc. Donc tout ça, ça peut être pensé autrement. La désimperméabilisation, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, évidemment pour la gestion de l'eau et le cycle de l'eau, mais aussi pour la présence des insectes, hein, puisqu'on va avoir dans ces zones désimperméabilisées des plantes qui vont pousser, et notamment on a pas mal de plantes sauvages qui vont produire des fleurs et qui vont être très importantes pour un certain nombre d'insectes pollinisateurs. Et dernière chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est limiter les éclairages extérieurs la nuit, même dans les jardins. Je sais qu'il y a une grande mode de mettre des éclairages dans le jardin avec des batteries solaires, etc.
Autant qu'il y a un interrupteur, hein, parce que quand vous n'y êtes pas, vous éteignez, c'est parfait. Mais quand vous n'y êtes pas, surtout, faites en sorte que ça puisse s'éteindre. Parce qu'en fait, la pollution lumineuse, c'est une catastrophe, notamment pour un certain nombre de papillons de nuit, dits de nuit. Et en fait, on s'aperçoit que la pollinisation nocturne, en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg de la pollinisation. On a la pollinisation nocturne qui est un phénomène qui est très important. Il y a des études récentes qui ont pu le montrer. Et on s'en aperçoit pas forcément. Donc évidemment, si vous pouvez éteindre la nuit, l'éclairage nocturne a un impact très très important sur cette faune nocturne. Évidemment, pas que les insectes, hein, les chauves-souris, les chiroptères, certains oiseaux, mais voilà, en premier lieu, quand on parle pollinisation, on ne pense pas forcément à éclairage nocturne, mais si ça a une importance. Alors, je reviens sur varier les espèces locales. Vraiment, je vous encourage à aller voir et à aller trouver des producteurs végétales avec le label végétal local. C'est très important de pouvoir proposer au moins en partie des végétaux adaptés à son environnement et à sa région notamment. Je vais faire un petit point sur les hôtels à insectes, parce que ça, on entend souvent parler, notamment dans le cadre des jardins de particuliers ou jardins collectifs. Les hôtels à insectes, ils sont pas mal décriés ces derniers temps. À l'OPI, on a une position qui est assez mesurée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant pour découvrir la vie des insectes et notamment certains pollinisateurs sauvages. Par contre, il faut arrêter de penser que ça va favoriser la biodiversité. Ça va pouvoir favoriser un certain nombre de parasites notamment. Et en fait, ce qu'il faudrait imaginer, c'est de proscrire ces très grosses structures qu'on peut voir un petit peu partout. Évidemment, quand on les voit au milieu d'un rond-point, au milieu d'une pelouse, au milieu d'un parking, comme j'ai pu voir des fois, ça c'est complètement absurde, c'est du greenwashing. Par contre, avoir des petites structures, des mini-hôtels à insectes, notamment, en fait, qui sont des petits hôtels à abeilles sauvages, à certaines abeilles sauvages, qui vont venir nicher dans des cavités ou dans des tiges creuses, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir les observer, alors que vous ne le verriez pas dans un milieu naturel. Et donc, plutôt que d'imaginer remplacer des habitats, évidemment, il faut potentiellement proposer ces habitats de façon naturelle dans le jardin, avec du bois mort, avec des arbres morts sur pied, etc. Mais si vous pouvez proposer ces petits habitats pour l'aspect pédagogique, éventuellement pour la substitution, mais il faut éviter. Et il faut bien prendre conscience aussi que ça n'intéresse que certaines espèces d'abeilles. 70% d'espèces d'abeilles nichent dans le sol. Donc il est plus intéressant, si vous voulez favoriser la biodiversité, de diversifier la gestion de vos sols, d'avoir des sols un peu écorchés, des talus, des zones non tendues, etc., plutôt que d'avoir ce genre de structure-là. Et en plus, comme on le disait, ça peut éventuellement favoriser du parasitisme et la présence de certaines espèces exotiques envahissantes qui peuvent arriver aussi. On entend pas mal parler de l'abeille résinière géante qui s'installe notamment dans ces hôtels à insectes. En tout cas, d'un point de vue pédagogique, c'est des super outils. Donc si vous le faites de façon mesurée, que vous le faites de façon raisonnée, bien fichue et pas trop grande, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire et que vous ne puissiez pas profiter de ça pour voir notamment les osmies au début du printemps venir nicher. C'est quand même un spectacle qui est extraordinaire. La clé, c'est de diversifier les micro-habitats. Euh, il ne s'agit pas d'avoir un gros hôtel à insectes, une haie de thuya, un rosier et une pelouse bien tondue, c'est une absurdité. Diversifier les micro-habitats permet à beaucoup d'insectes différents de venir s'installer. Et c'est pas très compliqué à faire. Les zones n'ont pas besoin d'être gigantesques. Les ruches, eh bien, c'est très intéressant, les ruches, notamment pour découvrir la vie de l'abeille domestique et pour produire du miel, mais ça favorise pas non plus la biodiversité. Apis mellifera, c'est une espèce parmi les 1000 espèces d'abeilles qui existent en France. Donc c'est quand même pas la biodiversité. C'est comme si on disait que installer des poulaillers, ça favorise la biodiversité des oiseaux. C'est pas tout à fait le cas. Alors évidemment, les poules ne vont pas butiner les fleurs, mais voilà, c'est à peu près aussi réducteur. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur le net une petite plaquette qui est très bien fichue. Alors, c'est plutôt pour les entreprises à la base, mais évidemment, il y a plein d'idées dedans. C'est un 4 pages, hein, c'est très, très concis, qu'on a rédigé avec l'UPGE. C'est les pollinisateurs sauvages et ruches. Comment est-ce qu'on peut décider de mettre ou non des ruches et pourquoi est-ce qu'on le fait et comment on le fait. Voilà. Et évidemment, nous, on favorise plutôt évidemment, le fait de ne pas mettre de ruches dans les entreprises veut plutôt favoriser la présence de pollinisateurs sauvages. Mais si une entreprise veut produire du miel pour ses salariés, et, voilà, qu'elle le fasse, mais pas en disant que c'est de la biodiversité, en disant que c'est de la production de miel. En plus, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on a
une concurrence entre l'abeille domestique et les pollinisateurs sauvages qui a été démontrée. Il y a des chiffres qui montrent notamment qu'à moins de 900 mètres d'un rucher, on a moins 55% d'abeilles sauvages en moyenne, ce qui est quand même pas négligeable. Et on a une concurrence qui est en fait évitable, hein. On peut espacer les ruchers, on peut garder des sanctuaires sans ruchers pour les pollinisateurs sauvages. Si jamais on vous demande, vous avez un super refuge, c'est génial, est-ce que je suis apiculteur, est-ce que je peux installer des ruches? Vous dites, attendez, moi le refuge, il est plutôt fait pour la biodiversité. Les ruches, c'est pas forcément la biodiversité en tant que telle. Ça se discute. Et en tout cas, il faut veiller à la disponibilité en fleurs qui, elle, n'est pas infinie, évidemment. Une colonie d'abeilles mellifères, donc sur un terrain, c'est parfois 40-50 000 individus au meilleur de la saison, avec un tiers qui va sortir. Donc la disponibilité en fleurs n'étant pas limitée, ça peut être très problématique. On a certaines abeilles sauvages qui vont avoir besoin d'une seule espèce de fleur et qui vont avoir besoin de 500 à 700 fleurs pour pouvoir pondre un œuf. Donc si en plus, par-dessus, vous mettez une abeille mellifère qui est assez costaud, très nombreuse et très compétitive, et en plus très généraliste, qui va butiner toutes les autres fleurs aussi qu'il y a dans le coin, bah forcément, ça fait une concurrence qui est très déloyale. Bon, alors, je ne reviens pas là trop en détail là-dessus, mais bon, forte concentration de ruchers, moins 44% de nectar récolté par les ouvrières, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, plus de production de miel en espaçant les ruchers et moins d'épuisement des colonies. Le maître mot, c'est bien sûr de laisser une place aux sauvages, au bilan pour les pollinisateurs sauvages. Garder les zones avec un minimum d'intervention humaine, laisser pousser la fleur spontanée, éviter de tondre partout et trop souvent. Mais par contre, tondez dans certains coins, comme je le disais, bien. C'est super aussi. Voilà, donc c'est des conseils qui sont très simples. Mais en plus de ça, eh bien, en fait, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le cadre de votre refuge. C'est aussi aller participer à un programme de sciences participatives et aller observer et récupérer des données, des informations sur ces pollinisateurs sauvages que vous pouvez avoir et dont vous pouvez favoriser la présence dans votre refuge à travers un programme qui s'appelle le suivi photographique des insectes pollinisateurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc un suivi des pollinisateurs et des floricoles depuis 2010, qu'on a lancé avec le Muséum national d'histoire naturelle. C'est un programme de Viginature, comme l'Observatoire des oiseaux des jardins. Alors, on n'est pas dans le même type de programme que l'Observatoire des oiseaux des jardins, mais on est dans la grande mouvance de ce qu'on appelle les programmes de sciences participatives. Alors, l'idée qui était là-dessous, c'était de poursuivre l'ensemble des insectes pollinisateurs. Il nous fallait une bonne couverture spatiale sur l'ensemble de la France, et il nous fallait des données sur l'ensemble des cortèges d'insectes pollinisateurs et floricoles. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas juste des données sur les abeilles ou sur les papillons, mais sur l'ensemble des insectes qui viennent sur les fleurs. Et l'idée qui a germé en 2008 et qui a ensuite 2009-2010, puisque le programme est né en 2010, c'était de recourir à la photographie numérique amateur dans le cadre d'un projet de sciences participatives. Les projets de sciences participatives, d'une façon globale, si on résume, hein, en gros, c'est qu'on a des observateurs volontaires qui vont produire des données et un pôle d'animation recherche ici qui valide et interprète les données, qui anime aussi le réseau, qui est donc l'OPI avec le Muséum national d'histoire naturelle. Et ça, c'est un cercle vertueux, en fait. Les observateurs apprennent plein de choses grâce aux outils et grâce à l'animation qu'on peut faire. Et en même temps, derrière, les données sont réellement exploitées par des chercheurs pour pouvoir étudier les réseaux de pollinisation notamment. Ça, c'est un cercle vertueux. Le mode d'emploi du Speedball, c'est qu'en fait, si vous partez du point 1 qui est ici, vous allez choisir une plante en fleurs et vous allez photographier tous les insectes qui vont se poser sur les fleurs pendant 20 minutes précisément. Ensuite, vous allez pouvoir trier et recadrer les photos, identifier les insectes grâce aux outils qui sont fournis, poster la collection de photos sur le site, commenter et participer à la validation des identifications. Et vous allez pouvoir recommencer comme ça. Il n'y a pas d'autre règle que ça. Ça, en fait, je mets le mode d'emploi, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un protocole scientifique. Et en fait, c'est pas très compliqué parfois les protocoles scientifiques. Ici, c'est un protocole qui est relativement simple, qui peut être mis en application par plein de gens. Il suffit d'avoir un petit peu de patience, parce que 20 minutes d'observation, ça peut aller assez vite, et en même temps, ça peut être assez long selon les plantes qu'on va observer. Puis après, il y a toute la partie tri recadrage des photos, notamment, et identification, qui est un petit peu chronophage, mais qui peut être absolument passionnante. Depuis 2020, on a une application mobile qui permet de participer intégralement sur son téléphone portable. Petit truc, c'est que là, ce que je vous ai mis, le visuel que je vous ai mis, c'est le visuel de la nouvelle mise à jour qui va se mettre à jour le 1er mai. Il se trouve que c'est une mise à jour majeure. Si jamais vous installez aujourd'hui l'application, ça ne sera pas cette version-là. Par contre, conseil, si jamais vous faites des collections demain, après-demain, surtout postez-les avant le 1er mai, avant de faire la mise à jour de l'application, puisque cette mise à jour étant une mise à jour majeure, il va y avoir un effacement des données de l'ancienne application installée. Donc si jamais vous l'installez entre aujourd'hui et le 1er mai, surtout,
faites vite vos collections avant la mise à jour pour éviter de perdre vos données que vous pourrez avoir. Ça serait quand même assez décevant, j'imagine, en commençant. Et après, en fait, les données, elles sont donc propulsées sur un site web qui va vous permettre de converser avec les autres. C'est une sorte de réseau social. Il y a des commentaires, il y a une validation des identifications grâce à la communauté. Et puis on peut voir aussi qu'on a des experts qui passent régulièrement pour valider ou non les identifications associées aux photos. On considère qu'à partir de 3 personnes différentes qui ont validé une identification associée à une photo, on considère que la donnée est valide. Voici un exemple, hein, ça c'était une collection qui a été postée le premier jour de 2025 pour la blague. 2025e collecte de cet observateur. Donc c'est pour vous dire que ça peut rendre un petit peu accro. Publié le premier jour de 2025. Et puis donc les commentaires qui ont été. Alors c'est une personne qui triche un petit peu puisqu'elle est à Toulon et qu'elle a mis des astères en pot. Mais les insectes ne posent pas la question de savoir si ce sont des horticoles, si ce sont des plantes dans des pots ou je ne sais quoi. S'il y a des bestioles qui sont sur les fleurs, vous pouvez les photographier. Évidemment, c'est pas dans un milieu fermé comme une serre. Bon, voilà, ça c'était pour l'anecdote pour vous dire que ça peut rendre assez accro. On a des observateurs qui ont plusieurs milliers de collections à leur actif depuis 2010. Depuis 2010, c'est 4800 observateurs. Donc, c'est pas énorme, mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui tombent et qui nous sont transmises. Et aussi, on sait que les chercheurs sont très contents de ces données puisqu'elles sont d'excellente qualité. Ça représente plus de 780 000 photos d'insectes, réparties dans 581 types d'insectes différents photographiés. On ne peut pas toujours identifier, même souvent, on ne peut pas identifier à l'espèce sur photo. Ça représente 2,2 millions de minutes d'observation sur le terrain, ce qui est absolument considérable. C'est plus de 10 ans d'observation sur le terrain d'une personne qui serait payée, entre guillemets, à observer une fleur éternelle, alors à 35 heures par semaine et avec des congés payés parce qu'on n'est pas des monstres, mais voilà. C'est pour vous dire qu'en fait, les chercheurs seraient incapables de produire ce genre de masse de données-là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des observateurs qui vont se former et échanger. Là, vous avez des photos, je vous ai mis des photos des rencontres des Spruce People qui ont lieu tous les ans maintenant, qui avaient lieu tous les 2 ans avant, mais qui ont lieu tous les ans maintenant. Ça, c'était dans le Mercantour, ça, c'était dans les Cévennes. L'année prochaine, enfin, cette année, dans quelques semaines, on va se retrouver au Pays Basque. Voilà, donc c'est toujours des moments qui sont très conviviaux, très sympathiques, des gens qui viennent de vraiment partout en France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont progresser au fur et à mesure de leur participation. Ça, c'est un petit graphique qu'on a fait dans le cadre d'une publication qui étudie la participation des participants, justement, et où on voit que l'identification par les gens progresse de façon assez rapide. À leur première collection, les gens ont entre 60 et 70% de bonne identification pour l'abeille mellifère, par exemple, qui est en gris ici. Et puis on voit que pour tous les autres groupes d'insectes, eh bien, on va avoir, au fur et à mesure de la participation des personnes, on a les gens qui vont progresser dans l'identification et qui vont progresser dans les connaissances qu'ils vont avoir jusque dans leur jardin. J'ai plein d'observateurs qui me disent, moi, ça fait 20 ans que je fais du jardin, et je n'ai jamais observé autant d'insectes que depuis que je fais du Spipol cette saison. Parce qu'en fait, le fait de faire 20 minutes d'observation, on va découvrir des tas de trucs. Des petites citations de personnes qui ont participé. Le Spipol a complètement changé ma relation aux insectes. Avant, je les observais très peu. Les photos permettent d'observer leurs détails, peu visibles à l'œil nu, c'est magnifique. Un énorme plaisir d'apprendre des choses sur la nature, une possibilité de rencontre, de dialogue avec d'autres personnes qui aiment les petites bêtes. En plus, savoir que mes observations sont utiles à des chercheurs renforce mon envie de continuer. Et on a reçu un prix en 2024, le prix de la recherche participative dans la catégorie recueil citoyen. Donc le prix, la petite statuette que vous voyez là, elle est partie en Bretagne avec notre plus grande observatrice, Barbara May. Et elle a d'ailleurs été transmise à un autre observateur pour qu'il puisse venir l'emmener aux rencontres de Hendaye qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Donc c'est vraiment un prix qu'on a dédié aux observateurs et qu'on offre aux observateurs et qui va comme ça voyager à travers la France grâce aux rencontres du Spipol notamment. Et petite distinction qui est assez sympa aussi, c'est que Barbara May, justement, qui était une Spipolienne depuis 2010, mais en 2023, elle a été désignée correspondante du muséum. Il faut savoir que Barbara, au départ, n'y connaissait rien en insectes, absolument rien. Elle a commencé juste par attrait à la photographie, et pour la photographie. Et en fait, eh bien, en 13 ans de participation, c'est pour vous dire, elle a été reconnue correspondante du muséum, ce qui est une première dans le cadre d'un programme de sciences participatives en France. Aujourd'hui, pour la recherche, le Spipol, c'est 17 articles scientifiques publiés dans des grandes revues internationales, pour la plupart, 5 thèses de doctorat qui reposent en partie sur les données du Spipol, 5 unités de recherche qui sont impliquées dans l'analyse de données et 4 projets de recherche financés, dont un en cours.
ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant. En septembre 2012, on a publié notre première grande publication euh, sur l'impact en fait de l'urbanisation. Et on a pu montrer que les milieux urbains sont en moyenne hostiles aux insectes floricoles et que les ordres les plus impactés par l'urbanisation, c'est les épidoptères, c'est-à-dire les papillons, les coléoptères et les diptères, c'est-à-dire les scarabées et les mouches. Mais on a un cas particulier pour les hyménoptères. Et l'impact de l'urbanisation, on s'en doutait un petit peu, mais on ne se doutait pas qu'il n'y avait pas forcément cet impact sur les hyménoptères. En fait, les hyménoptères, ils réagissent plutôt pas trop mal pour beaucoup d'espèces à l'urbanisation. Et ça nous montre quoi? Bah, ça nous montre notamment, alors c'est aussi parce qu'ils ont un mode de vie un peu simplifié, puisque les adultes et les larves mangent à peu près la même chose, du nectar et du pollen, et que les adultes vont récupérer et stocker les réserves pour les larves. Ce qui simplifie considérablement par rapport aux mouches qui peuvent avoir des modes de vie très complexes, ou aux papillons, par exemple, qui ont besoin d'une plante hôte parfois différente de la plante que les adultes vont utiliser. Et ça nous a montré notamment que la bonne production de miel par l'abeille mellifère, qui est souvent constatée en ville, et bah, c'est pas lié à une prospérité globale des pollinisateurs en ville, en milieu urbain. Ça, c'est une idée reçue et qu'il faut un petit peu démentir. Ça doit nous alerter évidemment sur la perte de fonctionnalité due à la perte de biodiversité dans nos campagnes. On a d'autres publications qui sont sorties, c'est juste pour vous dire, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais en tout cas, vous allez pouvoir les trouver dans le cadre des ressources sur le site web. Et notamment, on peut montrer, ça c'est des petits graphiques qu'on produit régulièrement, pour montrer notamment ce qu'on appelle la phénologie, c'est-à-dire à quel moment on observe quel groupe d'insectes. On observe par exemple que les coléoptères ils sont plus souvent observés en moyenne dans une collection Spipol au mois de mai, alors que les mouches sont plutôt plus observées en moyenne sur les mois d'hiver. Les papillons, clairement, ce sont des bêtes qui sont plutôt estivales, etc. Donc tout ça, ça nous permet notamment d'affiner les préconisations de gestion, notamment dans le cadre des espaces verts, des espaces naturels, etc. Sur le site du Spipol, vous trouverez aussi, en dehors de l'aspect participation, vous trouverez des outils, notamment un kit animation qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'avoir des outils. Si vous voulez faire des petites animations dans votre refuge, vous avez un kit complet avec des jeux et avec une fiche pédagogique qui vous permet un petit livret aussi que vous pouvez imprimer directement, hein. Tout est en usage libre et vous pouvez utiliser une fiche pédagogique qui va vous permettre de faire une animation sur les petites bêtes. On vous accompagne pas à pas et on vous fournit des outils. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous emparer de ces outils et de pouvoir soit en faire la promotion, mais en tout cas de pouvoir les utiliser. C'est ça qui est important notamment. Et on a plein de fiches qui vont vous permettre de pouvoir aller reconnaître les insectes. Moi, j'aime bien utiliser les grandes fiches qu'on a fait sur les mouches. Elles vont être faites dans pas très longtemps. Mais sur les mouches, les coléoptères, etc., on a les 4 grandes fiches comme ça en format A3. Et quand on va dans le jardin, de pouvoir avoir ces fiches plastifiées, de pouvoir observer les insectes et de pouvoir comparer avec les groupes d'insectes qu'on va le plus souvent observer dans le cadre du Spipol, parce que on les a pas mis là par hasard, ces groupes d'insectes-là. C'est parce que ce sont ceux qui sont observés le plus souvent dans le cadre du Spipol. Eh bien, ça va vous permettre d'avoir des outils pour pouvoir aller vous familiariser avec ces différents groupes et de pouvoir les identifier. Il y a un autre outil que vous pouvez vous emparer dans le cadre des refuges, c'est notamment ces posters plantes différents. On en a 25 différents aujourd'hui, qui sont faits à partir de photos prises dans le cadre du Spipol. C'est Barbara May qui donc, a eu l'idée de faire ces posters-là et elle s'est occupée de la réalisation. Et notamment, on vous les propose en téléchargement et on voit très souvent des jardins, des collectivités qui s'en emparent, qui les affichent un petit peu partout pour montrer pourquoi est-ce qu'on laisse une petite place à ces fleurs sauvages. Notamment, on a pas mal de fleurs sauvages dans ces plantes qui sont proposées dans le cadre des posters. Les pissenlits, les pâquerettes, voilà, les trèfles. Et donc, ça vous offre un petit panorama de ce qu'on va pouvoir observer sur ces plantes auxquelles vous avez laissé une petite place dans le cadre de votre refuge, de votre jardin. Ça peut toujours être un super outil pour montrer pourquoi on fait les choses et que c'est réfléchi. Évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, bien évidemment. Et voilà, je vous remercie de votre attention et j'imagine qu'il doit y avoir quelques réponses. Je pense qu'on est pile dans les temps, on est à 1 heure tout pile, j'ai l'impression. Oui, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Je vois plein de réactions là, donc tout le monde a l'air ravi et a appris plein de choses. On a quelques questions. Ouais, Je vais découper d'abord peut-être les questions plus sur les pollinisateurs et après les questions vraiment spécifiques Spipol, comme pour ta présentation, tu as fait en deux temps. Euh, alors, on a une question très simple. Je ne sais pas si tu auras la réponse sur est-ce qu'il y a un insecte qui pollinise plus que les autres? Est-ce qu'il y a un peu
un number one de la pollinisation qui est plus fort que les Bah, autres. Alors, si c'est le cas, c'est pas l'insecte à préférer, je le dis à tout le monde, hein, il n'y a pas de chouchou à avoir. c'est les insectes les plus efficaces dans le transport du pollen en France métropolitaine, ce sont les abeilles. Puisque, comme je vous ai dit, elles ont des adaptations spécifiques d'un point de vue de leur morphologie, puisqu'elles ont des poils souvent qui sont branchus, qui vont accrocher très facilement le pollen. Et en plus, elles ont des adaptations morphologiques qui leur permettent de récolter le pollen, puisqu'elles vont donner ce pollen à manger à leurs larves. Alors, on a des espèces qui vont accrocher le pollen sous leur abdomen ou sur leurs pattes, avec une corbeille ou avec des poils, ou avec des soies. Ce pollen-là, quand il est pris pour pouvoir être donné aux larves, évidemment, il ne va pas servir à la pollinisation. Mais généralement, elles sont très poilues et donc elles vont se couvrir de pollen. Et comme en plus on a un trait caractéristique qui est le comportemental, puisqu'une abeille, quand elle a une ressource en nourriture, elle va l'exploiter à fond, la plupart du temps, eh bien, le transport est très efficace, puisque quand elle va sur la fleur d'à côté, généralement, c'est une fleur qui est de la même espèce, ce qui fait que le transport est très efficace. Les coléoptères, par exemple, eh ben, on a des coléoptères qui vont se poser sur une fleur, qui vont boulotter sur la fleur pendant 20 minutes, puis qui vont s'envoler, puis aller sur une fleur d'une autre espèce. Donc c'est moins efficace. C'est pas pour ça qu'on peut se passer de ces insectes-là. Mm, mm. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'études qui ont pu montrer que le rendement des cultures qui dépendent des pollinisateurs va plafonner très vite si on met par exemple une seule espèce comme l'abeille mellifère. Le rendement va être bon, hein, mais on va avoir un plafond qui va très vite être atteint. Par contre, quand on va rajouter un cirque, donc une mouche, un coléoptère et un papillon, les rendements vont exploser. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on ne va pas avoir les mêmes comportements de butinage, on ne va pas avoir les mêmes horaires de butinage, etc., etc. Pour qu'un réseau de pollinisation soit efficace, il faut qu'il y ait une grande diversité de pollinisateurs et on ne peut pas résumer la pollinisation à une espèce. Donc, on peut s'intéresser à une espèce qui est la plus efficace, entre guillemets, mais ce qui sera le plus efficace pour son jardin, c'est pas d'avoir une espèce très efficace, c'est d'avoir Mm, mm. plein d'espèces, dont des espèces moins efficaces. Oui, merci. Et puis, de toute façon, bah, comme pour tout, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir le maximum de biodiversité aussi pour bah, que le système soit à l'équilibre. Donc, Exactement. Et un bah, merci système à beaucoup. l'équilibre est plus résilient. C'est-à-dire qu'il peut y avoir Mm, une mm. espèce qui disparaît et c'est plus stable. Oui, Voilà, sans que il va tout plus s'effondre aussi résister derrière. aux perturbations. Et ben, on va rester sur la thématique abeille, puisqu'il y a eu d'autres questions. Donc, quelqu'un qui demande pourquoi on entend souvent dire que l'abeille domestique est semi-domestiquée. Bah, en fait, alors moi je suis pas un grand spécialiste de l'abeille domestique, hein, mais en fait c'est une abeille qui est capable de revenir à l'état sauvage. Moi aujourd'hui dans mon village de la Beauce, Mm, mm. ça fait pas rêver la Beauce, eh bien j'ai repéré 3 colonies différentes sauvages que je connais depuis plusieurs années, avec des cavités dans lesquelles les colonies vivent. Et ce que j'observe, c'est que très régulièrement, j'ai des colonies dans ces 3 endroits-là, dans le village et à proximité du village. Mais on a aussi des colonies qui se cassent la figure régulièrement. Mais ce sont des sites qui sont ensuite réexploités par un nouvel essaim régulièrement. Donc, on a des colonies qui vont se casser la figure, qui sont capables de revenir à l'état sauvage. On a des études qui sont en train d'essayer de voir si on a vraiment une certaine pérennité de ces colonies dans le temps. Mais en tout cas, c'est une espèce qui aujourd'hui est quand même en France métropolitaine très largement élevée et soutenue par l'homme, hein, puisqu'elle est élevée Mm, mm. pour la production de miel. Et c'est pour ça qu'on peut dire que quelque part, elle est domestique, mais en même temps, elle est un petit peu sauvage. Et c'est une Ok. espèce qui, à l'origine, apparemment, elle serait originaire du Moyen-Orient, du Caucase, je crois. Et elle aurait été domestiquée il y a quand même pas mal de milliers d'années. Et ensuite, elle a été, comment dire, sélectionnée. Il y a des races, comme chez les vaches ou les cochons ou les poules, qui ont été sélectionnées pour leur docilité, pour leur bonne production de miel, etc. Et aujourd'hui, l'abeille qu'on considère être comme l'abeille originelle de France métropolitaine, c'est l'abeille, la variété qu'on appelle l'abeille noire. Mais ça reste Apis mellifera, une abeille de la variété Buckfast et la même espèce. C'est juste des D'accord. races entre guillemets différentes. Bah, du coup, pour rester sur l'abeille domestique, avant de passer peut-être à d'autres sujets, c'est sur la capacité de l'abeille domestique à polliniser et savoir si c'est vrai que les boules de pollen qui sont faites par les abeilles domestiques euh, réduisent la possibilité de faire germer le pollen, notamment dû à la salive. Alors Donc, ça, ou si c'est je une sais idée pas. reçue, quelque chose qui a été entendu, mais
Alors, je ne sais pas répondre à si le grain de pollen est capable de germer ou non une fois qu'il est plus sur la fleur et qu'il n'est pas sur Mhm. le pistil. Moi, il me semblait que le pollen ne pouvait pas germer comme ça s'il n'était pas sur le pistil. Je dis peut-être une bêtise, je ne suis pas biologiste végétal. Donc, en tout cas, ce que je sais, c'est que les pelotes de pollen qui sont donc récupérées sur les pattes des abeilles ne vont pas servir à la pollinisation puisqu'elles vont être données à manger à leurs larves. Elles vont être stockées dans Mhm. un premier temps. D'ailleurs, les apiculteurs mettent parfois des grilles à pollen pour que ces petites boules de pollen soient récupérées, qu'on puisse ensuite en acheter. En tout cas, voilà, ce pollen, il contribue pas à la pollinisation. D'accord, bah merci beaucoup. Euh, on a aussi pas mal de questions sur le frelon et le frelon asiatique qui reviennent. Dont une question, qu'en est-il du frelon asiatique? Comment fait-on pour éloigner les frelons et ne pas les tuer? Donc là, on n'avait pas de précision si c'était frelon européen, asiatique. Mais du coup, si tu peux nous faire des petites précisions sur le sujet du frelon. Alors moi, j'aime bien l'appeler le frelon à pattes jaunes parce qu'effectivement, il est originaire d'Asie, mais maintenant, Mm, il est très largement européen. Mais donc ce frelon à pattes jaunes, il pose des gros problèmes, effectivement, notamment aux apiculteurs. C'est un débat de savoir est-ce qu'il pose réellement un problème à la biodiversité. Il y a des chercheurs qui pensent que ça pose quelques soucis, mais la plupart sont plutôt rassurants sur l'aspect biodiversité, en disant que le frelon à pattes jaunes représente un prédateur de plus dans un réseau de prédateurs où il y en a déjà beaucoup. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux qui mm, mangent mm, d'autres insectes, etc. Par contre, c'est vrai que pour les apiculteurs, c'est un gros problème puisque c'est un prédateur qui va se poster devant les ruches, qui va perturber les ruches, qui va pour les décimer, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui aient pu démontrer à proprement parler l'efficacité notamment du piégeage de printemps. Alors le piégeage des frelons, c'est quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'en fait, on peut piéger à deux périodes. En tout cas, les apiculteurs appellent à piéger à deux périodes. Au printemps, pour piéger les futures fondatrices qui vont fonder des nids, et ensuite, en été, pour piéger les ouvrières qui vont aller chasser les abeilles domestiques. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas la preuve que le piégeage de printemps ait un impact sur les populations de ces insectes-là. Par contre, on a la preuve que beaucoup de pièges qui sont utilisés, qui sont préconisés par certains apiculteurs, font des dégâts absolument colossaux et très probablement bien plus importants que le frelon lui-même au début du printemps, alors que les insectes n'ont vraiment pas besoin de ça. Piéger avec des pièges les plus sélectifs possibles. On a des pièges qui sortent en ce moment même, qui sont de plus en plus sélectifs apparemment, mais il n'y a rien qui a été démontré à 100% sélectif, hein, clairement. On n'a pas de piège à phéromone ni rien aujourd'hui. mm, 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 mm. Mais piéger autour des ruchers qui sont attaqués à la belle saison, en plein été, pour réduire la pression sur les ruches, oui. Mais par contre, appeler à piéger partout, n'importe comment, avec des pièges maison, dans les jardins, partout, dans les refuges, dès le printemps, ça, c'est un gros, gros non. Voilà ce que je peux vous dire pour être très simple. C'est un sujet qui est très, très compliqué, en fait. Puis le risque pour les autres espèces est énorme aussi. Ouais, c'est ça. Je me suis vu, Donc, moi, des ce serait fois, avec des contre-productif de apiculteurs, toute tout à fait. façon. Je me suis vu avec des apiculteurs, des fois, qui me montraient des contenus de pièges en me disant, regardez, moi, j'ai pas de pollinisateur, j'ai que des mouches et des papillons de nuit dans mon piège. Ouais, malheureusement, voilà, ça démontre une absence de connaissance de ce que c'est que la pollinisation. Et du coup, il y a des gens qui rebondissent là sur ce que tu es en train de dire sur les frelons et à savoir s'il y a un prédateur du frelon asiatique et si il y a un moyen de les éloigner sans les tuer. Voilà, bah, du coup, je pense que sur Alors, les pièges, tu as apporté une première euh, réponse. les éloigner sans les tuer, pour moi, c'est la même question que les Mm, guêpes mm. en général. D'une façon générale, les guêpes, quand elles viennent près de chez vous, ou en tout cas autour de votre table de pique-nique, généralement, c'est elles viennent récupérer de la nourriture, soit pour elles, le sucre, donc généralement, elles sont attirées par un verre de sirop ou je ne sais quoi, soit pour leurs larves, donc des protéines, donc un steak, une tranche de jambon, du pâté sur votre table. Et donc là, elles viennent récupérer pour leurs larves. Euh, Deux choses. Une guêpe, les frelons sont des guêpes, hein, strictement parlant. C'est vraiment des guêpes. C'est juste que c'est des grosses guêpes. Euh, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un nid à proximité immédiate, et donc dans ces cas-là, s'il pose un problème de sécurité, ben, il faut le faire supprimer. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Un nid qui pose un problème, il faut le supprimer. Parce que un nid de certaines guêpes, c'est parfois plusieurs milliers d'individus. Vous approchez, les guêpes, on dit qu'elles sont agressives, c'est pas vrai, elles sont défensives. Elles viennent défendre leur colonie, puisque vous êtes une menace pour la colonie quand vous approchez d'une. En temps normal, quand elles se baladent et qu'elles cherchent de la nourriture, elles n'ont aucune agressivité.
Par contre, si vous approchez du nid, elles vont défendre la colonie, elles vont défendre le nid. On pourrait dire qu'elles sont défensives. Donc, si un nid est à proximité immédiate de votre porte d'entrée ou je ne sais quoi, il n'y a même pas de discussion. On le fait détruire par un professionnel, évidemment, puisque c'est très dangereux. 150 piqûres en moyenne pour pouvoir avoir un danger réel pour la vie d'une personne en bonne santé. Pas d'un bébé ou d'un vieillard. Hein. Personne en bonne santé, 150 piqûres en moyenne. Pas une ou deux, hein, sauf si on est allergique, bien évidemment. Mais par contre, un nid qui serait dans un milieu à 5 mètres ou à 10 mètres du sol, dans un arbre très très haut, dans un espace vert où il n'y a jamais personne ou je ne sais quoi, aucune raison de le supprimer. C'est un super insecticide, ça va bouffer des tas et des tas de mouches, voilà. La question du frelon asiatique est particulière, ou du frelon à pattes jaunes est particulière. Les éloigner, ben, si elles sont à proximité de votre table de pique-nique, peut-être leur proposer ce qu'elles sont en train de chercher sur une petite coupelle, mais plus loin que votre table de pique-nique. Le nid à proximité, bon, bah, éventuellement le supprimer, le faire supprimer. Et puis voilà, il n'y a pas 50 000 autres possibilités, j'ai l'impression en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les frelons. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet, donc je Et les pense que frelons participent à c'était la utile. pollinisation aussi. Hein. Ce sont aussi des butineurs. Hein. Ils viennent butiner un certain nombre de fleurs, puisque les adultes ont besoin de sucre pour pouvoir Mm, mm. continuer à être actifs. Merci. Il y a une question sur les potentiels effets. Est-ce qu'il y a des effets sur les insectes lors des campagnes de démoustication? Est-ce que les campagnes de démoustication sont néfastes pour le reste des insectes ou c'est vraiment ciblé et très spécifique aux moustiques? Non, c'est une évidence il n'y a aucune Mm, spécificité. La plupart du temps, ce qui est utilisé, ce sont notamment ce qu'on appelle le BT, qui est le Bacille thuringiensis, qui est donc une bactérie qui va aller s'attaquer aux larves. Sauf que c'est pas quelque chose qui s'attaque aux larves de moustiques. C'est une bactérie qui va s'attaquer aux larves d'insectes en général. Donc, je ne nie pas la nécessité des fois d'avoir besoin de faire une campagne de démoustication dans certains endroits mm, où mm. on a effectivement de gros problèmes de santé publique, évidemment. Le problème, c'est qu'il faut aussi mesurer l'effet qu'il peut y avoir sur la biodiversité des insectes, et pas que les insectes, parce qu'en cascade, on a des gros effets sur les populations d'autres bestioles qui vont se nourrir d'insectes, notamment des batraciens, des oiseaux, des chauves-souris, etc. Mais souvent, quand on a des campagnes de démoustication, à part en Camargue ou dans des milieux naturels comme ça, on a parfois des campagnes de démoustication au sein des villes même. Dans les villes, la plupart du temps, quelque part, on aurait une certaine responsabilisation Mm, mm. de la plupart des particuliers, on aurait moins de problèmes, notamment liés au moustique tigre, qui est un moustique qui va se satisfaire de toutes petites cavités, de tout petits points d'eau minuscules, qui n'a pas besoin de plus que ça pour pondre ses œufs et que les larves se développent dedans. Le problème, c'est que dans ces minuscules cavités, qui peuvent être extrêmement nombreuses, notamment en milieu urbain, dans des décharges, notamment avec des pneus, dans des gouttières mal curées, dans des soucoupes qui sont sous des pots, dans des petites bâches qui peuvent être dans des jardins où il y a des petites flaques d'eau, et ben, les moustiques tigres vont pouvoir se développer là-dedans. Ils n'ont pas de concurrence, puisqu'en fait, il n'y a rien, aucun autre insecte qui va pouvoir se développer là-dedans. Dans une mare bien gérée, avec des berges en pente douce, des plantes, etc., les moustiques, ils vont être présents, mais ils ne vont pas réellement poser de problème parce qu'ils vont être limités, notamment par des insectes aquatiques comme des larves de libellules. Les libellules aussi, évidemment, les adultes vont manger les adultes qui volent. Mm, mm, On va mm. avoir des coléoptères qui vont manger, etc., etc. Le problème de ces toutes petites micro-cavités, c'est qu'en fait, eh bien, on n'a que le moustique tique qui va se développer dedans. Et donc, localement, on peut avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on parle notamment de beaucoup de responsabilisation des citoyens, de faire cette chasse aux cavités dans son espace, dans ses gouttières, dans son jardin, dans sa maison. Parce que, oui, des fois, il y a des moustiques qui peuvent se développer jusque dans les maisons, aux bonnes périodes. Donc voilà. En tout cas, ne pas penser que une campagne de démoustication, c'est neutre. Ça a forcément un impact à un moment donné. Évidemment, il faut peser toujours le pour et le contre et voir l'impact sur la santé humaine de ces moustiques-là. Mais bon, voilà, faut bien réfléchir à tout ça. En tout cas, oubliez, moi j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux des annonces de produits miracles qu'on pouvait mettre absolument partout, jusque dans les étangs, hein, j'avais vu ça dans des petites flaques dans le jardin, anti-moustiques, vendues comme quelque chose de miracle, que c'était génial et qu'on pouvait en foutre absolument partout. Ben, c'est du BT. Sauf que le BT a un impact clair et net sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insectes. Oui, bah, de toute façon, dès qu'il y a des solutions un peu radicales proposées, on se doute
que derrière, il y a des impacts sur la biodiversité, sur les insectes, mais c'est ce qu'on préconise nous aussi, c'est vraiment d'être vigilant sur tous les points d'eau qu'il peut y avoir dans votre jardin, même minimes. Voilà, donc de faire vraiment attention à ça pour limiter déjà la présence et la prolifération des moustiques. Et vous noterez que Euh, nous, on s'appelle l'Office pour les insectes et l'environnement, on ne s'appelle pas l'Office pour la protection des insectes et de l'environnement. Parce qu'évidemment, il y a des insectes, des populations d'insectes qui posent des problèmes, que ce mm, soit aux mm. cultures mais, ou à la santé humaine. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on dit en tout cas, c'est qu'il faut toujours peser le pour et le contre, il faut toujours faire attention, il faut toujours mettre dans la balance l'impact qu'on peut avoir dans le cadre de la gestion qu'on a de ces populations qui peuvent poser problème, l'impact qu'on peut avoir sur le reste de la biodiversité. Je vais te poser une dernière question avant de passer un peu plus aux questions concernant le Speople. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais peut-être pas. On fera des recherches. Mais il y a une personne qui se posait la question, savoir s'il y avait des études qui ont été menées ou qui sont en cours pour évaluer le prix potentiel des fruits et des légumes, s'il fallait tous les polliniser à la place des insectes, donc à la main, comme pour la vanille, ce qui est fait. Est-ce qu'il y a des études, ta connaissance d'études actuelles sur des projections sur des prix ou en tout cas sur l'impact que ça aurait de polliniser manuellement ou avec d'autres outils à la place des insectes. Il y a des chiffres qui sont sortis, hein, notamment dans le cadre de l'IPBES, etc. Mm, Il y a il y a plein d'études qui se sont intéressées à ça, parce que c'est vrai on remarque que pour parler au plus grand nombre, et notamment aux politiques, c'est quelque chose qui parle. C'est des centaines de milliards de dollars par an. J'ai pas le chiffre en tête exact, hein, mais même probablement, et je parle, si on regarde sur le monde entier, c'est probablement bien plus que des centaines de milliards de dollars par an, c'est probablement des milliers de milliards de dollars. C'est oui, mais c'est un scénario catastrophique de toute c'est un façon. scénario catastrophe, oui, mais ce qui est absolument merveilleux, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont en train de dépenser des millions et des millions pour développer des drones qui vont polliniser, etc. Alors que c'est si simple de faire en sorte de conserver ce qui existe. Mais bon, ça c'est l'absurdité et la beauté de l'intelligence humaine. Mais en tout cas, non, évidemment, le jour où la pollinisation, le service de pollinisation s'écroule, on est vraiment, vraiment dans une situation très problématique. Je voulais pas dire autre chose. Alors du coup, il nous reste quelques minutes, une petite dizaine de minutes. Voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Même si on n'a pas le temps d'y répondre à l'oral, on y répondra après par écrit. Donc vous aurez toujours une réponse à votre question. On vous enverra évidemment tous les documents, le replay du webinaire, les réponses aux questions. Et concernant le Speople plus précisément, il y a des gens voilà, qui s'inquiètent, qui ne se sentent pas forcément à l'aise pour démarrer et se lancer sur Speople parce que ils ont peur de ne pas savoir bien identifier les insectes, que ce soit pas simple et intuitif à prendre en main. Est-ce que tu as des conseils, des petites préconisations pour ces gens peut-être qui ne se sentent pas forcément à l'aise pour démarrer? Bah, moi, mon conseil, c'est justement de ne pas avoir de complexe. Je peux comprendre qu'on se dise, oh là là, je vais publier mes photos, c'est quelque chose qui est un peu, je vais me tromper sur les identifications. Mais c'est le jeu. On ne peut pas être à 100% de bonne identification quand on commence, c'est impossible. C'est quelque chose, on se confronte à une part de la biodiversité qui est tellement colossale que je comprends parfaitement que ça puisse faire peur. Mais justement, puisque c'est tellement colossal, on ne peut pas tout savoir. Et si on ne peut pas tout savoir, il ne faut pas avoir de complexe, il faut y aller. Euh, Quand vous commencez, il ne faut pas avoir peur de faire des photos qui ne soient pas très nettes, qui ne soient pas magnifiques, etc. Vous pourrez voir que sur le site, il y a des photos qui sont incroyables, il y a des collections qui sont absolument incroyables visuellement. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas poster une collection qui ne sera pas très jolie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément que la collection soit belle, qu'elle soit parfaite, etc. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des données exploitables. Quand vous allez faire votre première participation, vous allez faire des photos qui ne seront pas forcément terribles, vous allez avoir une approche qui ne va pas être forcément terrible, vous allez en louper plein. C'est pas un problème en soi. Vous allez être accompagné dans votre collection par les outils qu'on vous propose, notamment par l'application mobile qui vous prend vraiment par la main pour commencer tout ça. On a notamment un système qui permet de repérer les insectes dans vos photos et de recadrer vos photos autour des insectes. Ce qui fait que déjà, vous avez une première étape qui est déjà bien avancée. Et on est en train de travailler un système qui permettra de faire un pré-tri, c'est-à-dire vraiment de regrouper les photos d'insectes qui semblent montrer à peu près le même insecte ensemble. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avancer en permanence. Ensuite, sur la question, donc la qualité des photos, à partir du moment où elle est exploitable, on peut voir l'insecte, on peut reconnaître l'insecte. Si elle n'est pas magnifique, c'est pas un problème.
Ensuite, sur la question des identifications, eh ben, plantez-vous. C'est comme ça qu'on apprend. Poster une collection avec 100% d'erreurs, c'est absolument pas grave parce qu'en fait, vous aurez toute la communauté qui sera là pour vous aider, qui vous accueillera, qui vous dira bonjour, qui vous donnera des conseils sur vos photos, qui vous donnera des conseils sur l'approche, qui vous donnera des conseils sur éventuellement même le matériel si vous voulez, qui vous donnera des conseils sur les identifications. Et je peux vous dire qu'en ce moment, vous postez une collection dans les 2 heures qui viennent, vous avez toutes vos identifications avec des propositions de réidentification si elles ne sont pas bonnes ou des validations si elles sont bonnes dans les 2 heures qui suivent. C'est à peu près sûr. Donc, Et c'est la force du coup du réseau aussi de pouvoir exactement. s'entraider et apprendre des autres et comme ça pouvoir continuer et à son tour après aussi aider les personnes qui commenceront et qui C'est feront ça. des erreurs Et c'est ce qui est d'identification. hyper intéressant et c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas autant d'observateurs que d'autres observatoires. C'est que ça demande effectivement une sorte d'effort, ça demande une certaine Mm, implication, ça demande un petit peu de boulot, entre guillemets, à faire. Mais par contre, on a une fidélisation qui est assez dingue et avec des observateurs qui restent et qui sont complètement happés par la thématique parce que justement, ils apprennent une quantité de choses absolument phénoménales. Et moi-même, qui suis entomo depuis tout petit, j'apprends des choses sur les insectes tous les jours. Et c'est ça aussi qui est absolument génial quand on s'intéresse aux insectes, à la nature en général, bien évidemment, mais aux insectes en particulier, c'est qu'on s'ennuie jamais. Vous allez n'importe où, n'importe quand, vous observez, il y a des fleurs. Alors évidemment, il vaut mieux le faire au printemps plutôt qu'en plein hiver. Mais quoique, il y a des fleurs en plein hiver, il y a des insectes dessus, hein. Mais vous allez en ce moment observer 20 minutes les fleurs qu'il y a, les petites fleurs qui même payent pas de mine au fond de votre jardin, et vous allez découvrir des trucs incroyables. Et c'est sûr, je veux dire, c'est même pas une question, c'est absolument évident que vous allez découvrir des choses incroyables. mm, La force du Speeple, c'est qu'on a ce réseau qui vous permet, eh bien, tout simplement de vous soutenir dans cet effort, dans cette découverte, et de faire en sorte que bah, vous ne soyez pas tout seul. Et en plus, on a un réseau qui est, on a une communauté, on parle d'une communauté, hein, nous, on a une communauté qui est hyper bienveillante. C'est-à-dire que des fois, quand on va sur des communautés, des réseaux de spécialistes, vous allez sur des forums spécialisés sur les insectes ou je ne sais quoi, l'accueil peut être un peu frileux quand vous vous plantez sur l'identification, voire même parfois un peu désagréable. Je le sais, je fais partie de ces communautés, je vois comment ça se passe. Mais là, c'est pas le cas, vraiment. Et c'est ce qui plaît aux observateurs, c'est qu'ils se disent, mm, ouais, mm. alors c'est sympa, quoi. On n'a pas à rougir de ce qu'on produit, de ce qu'on propose. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et après, on progresse. On a plein d'observateurs qui ont commencé sur des tout petits appareils photo de rien du tout avec des photos pas terribles, mais qui ont pris leur pied à le faire et puis qui aujourd'hui se sont équipés avec des trucs de fou et font des collections qui sont à la frontière du scientifique et l'artistique. Et tu parles d'appareil photo, justement, il y a eu une question tout à l'heure, tu confirmes qu'on peut faire des photos avec un smartphone et que si les photos sont pas d'une très grande qualité, ce n'est pas grave, on n'a pas honte de la photo qu'on poste. Exactement. Euh, et du coup, bah, tu es en train de convaincre du monde et je vais te dire un petit message qui nous a fait plaisir. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que bah, elle se sentait encore plus motivée à aller observer ce qui se passe dans son jardin et donc pourquoi pas le Speeple. Voilà, donc peut-être une Super. Et puis personne de avec un plus qui va smartphone, rejoindre. comme je vous le disais, avec un smartphone aujourd'hui, alors si vous avez un vieux coucou qui a 15 ans et qui fait des photos, vous appuyez sur l'appareil photo et ça prend la photo 3 secondes après, bon, voilà, c'est pas forcément terrible. Mais aujourd'hui, on a des appareils moyenne gamme depuis 5 ans là, qui sortent, qui font des photos, notamment en macro, qui sont dingues. Et on a des appareils haut de gamme là, chez les iPhones, etc., en macro, qui font des photos, mais de fou, quoi. Et qui sont très, 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 très efficaces dans le cadre du People. Qui sont pas, évidemment, on n'atteint pas la qualité photo et le nombre d'insectes observés que les gens qui ont un super appareil macro, etc., ont, mais on fait des super collections et de façon très intuitive, enfin, de façon vraiment accompagnée. Euh, si j'ai un petit conseil pour vous lancer sur le Speeple, c'est de pas choisir une plante qui est absolument couverte de bestioles. Parce que vous allez être un peu débordé. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos à traiter. Moi, je vous conseille d'aller sur une plante. Vous voyez qu'il y a des insectes, mais vous savez que vous ne serez pas débordé pendant les 20 minutes. Parce que comme ça, vous allez pouvoir prendre le temps de prendre les photos. Vous allez pouvoir avoir un nombre de photos pas énorme. Prenez autant de photos que vous voulez, hein. Il vaut mieux avoir plus de photos et sélectionner les bonnes plutôt que pas en avoir assez. De toute façon, in fine, on demande de sélectionner une photo par type d'insecte différent qu'on a observé. Mais voilà, allez vers une plante qui est pas forcément, qui grouille pas forcément d'insectes. Vous allez avoir le loisir d'observer les bestioles, de les photographier tranquillement.
et de pouvoir poster une collection qui ne sera pas avec 30 insectes différents, parce que quand il y a 30 insectes différents, ça prend un petit peu de temps à traiter la collection. Ouais, pour commencer, vaut mieux commencer tranquillement. C'est ça. Dernière question, du coup, pour embarquer tout le monde, tu as parlé de la date de Recouvrance People au Pays Basque, et donc il y a quelqu'un qui dit si tu peux rappeler du coup la date et comment est-ce qu'on peut y participer pour ceux qui sont Alors, intéressés et motivés. alors vous allez de mémoire, c'est le dernier week-end de mai. Donc sur le week-end prolongé, on commence le jeudi et on termine le dimanche. Et c'est donc à Hendaye même. Et vous pouvez contacter le CPIE local si vous voulez vous inscrire. Les inscriptions doivent être ouvertes par le CPIE. Nous, elles sont inscrites sur le réseau Speople, mais là, je ne peux pas vous donner le lien parce qu'en fait, je ne l'ai pas sous la main. Mm, Mais en tout cas, vous n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, et même si vous n'êtes pas dans le coin, si vous avez commencé le Speople cette année ou si vous voulez vous lancer, on prend en charge un certain nombre, on prend en charge les repas et l'hébergement parfois dans un certain nombre de cas. Mais on a un nombre de places limité. Voilà. Donc si vous êtes dans le Pays Basque, par contre, vous vous inscrivez auprès du CPIE. Je crois que c'est CPIE Côte Basque qui s'appelle. On a une observatrice qui est administratrice on a une observatrice qui s'appelle Aline, qui est une accro du Speople et qui est aussi administratrice du CPIE. Et donc on l'organise avec elle cette année les rencontres puisqu'elle voulait absolument qu'on vienne chez elle. Et donc cette année on le fait chez elle. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez, D'accord. s'il n'y a pas d'hébergement à gérer, entre guillemets, en tout cas, vous êtes absolument les bienvenus en vous inscrivant juste auprès du CPIE Pays Basque. Après, si vous avez déjà participé un petit peu, on peut, même si vous êtes un peu plus loin, prendre en charge votre hébergement. Pas le transport, mais en tout cas l'hébergement. Bah, merci beaucoup, Dans Mathieu. le nombre de places qu'on a à limiter. Ouais, le nombre limité, j'imagine. Euh, Merci beaucoup. Bah, on va s'arrêter là du coup pour la session questions-réponses. Comme je vous le disais, tout le monde aura une réponse à sa question, donc pas d'inquiétude si on n'a pas eu le temps de traiter votre question. Un grand merci Mathieu, c'était passionnant comme Merci à vous. toujours. Je pense que ça a vraiment intéressé très fortement et passionné tous les participants. Je Ben, vais j'espère que je vais en laisser voir un certain nombre sur le sur site le du Speople Speople. dès Ouais, demain. maintenant c'est le moment où tu attends le retour et à nous de jouer. Exactement. Ouais. Et ben, je vais laisser le mot de la fin à Clémence. Oui, un tout grand merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui nous ont écoutés, à toutes les personnes qui ont participé, réagi, posé des questions. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous toutes et tous. Et un grand merci à Mathieu. Je récapitule juste. Nous allons vous envoyer des éléments, évidemment, de ce webinaire, un replay vidéo pour que vous puissiez le revoir et que vous ayez de nouveau accès à la présentation de Mathieu, et aussi les questions-réponses, celles qui ont eu réponse ce soir, celles qui n'en ont pas encore eu. On va s'efforcer d'apporter une réponse à chacun. On fera ça courant du mois de mai, le temps pour nous de regrouper tout cela et de vous l'envoyer. Vous dire aussi que c'est très important pour nous de voir ce réseau des refuges bien vivant à l'occasion des webinaires annuels comme on a pu le faire aujourd'hui, et on vous en remercie beaucoup. Le prochain grand rendez-vous que vous aurez au sein du réseau des refuges, ce sera probablement la fête de la nature, fin mai. Donc n'hésitez pas à regarder l'agenda LPO, à contacter vos coordinateurs refuges LPO locaux, à regarder le site de la Fête de la Nature et à regarder l'écho des refuges qu'on vous a envoyé ce matin. Parce que dans cet écho des refuges, vous retrouvez plein d'infos sur les pollinisateurs et des rendez-vous pour la Fête de la Nature. Donc c'est probablement le prochain rendez-vous qu'on vous donne. C'est dans pas très longtemps. C'est dans un mois tout pile. Et donc on sera là aussi content de vous retrouver en physique. Merci encore à toutes et tous. Merci encore Mathieu. Grand, grand merci. Merci à vous. Et une très bonne fin de journée à toutes et tous. Et à très bientôt pour d'autres super webinaires dans le réseau des refuges. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.